Bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes à Nantes, nous sommes à l'école d'architecture de Nantes, sur les bords de Loire. Émission spéciale France 3, LCP, les chaînes parlementaires et France Bleu qui s'associent pour évoquer le scrutin de dimanche. Nous allons devoir élire, vous le savez, les 74 eurodéputés français. À mes côtés pour animer cette émission, Katia Gilder d'LCP et François Rivaud de France Bleu Loire-Océan. Et d'abord, un petit rappel du calendrier électoral. 400 millions de citoyens sont appelés aux urnes dans les 28 pays de l'Union européenne. 4 jours pour voter, un seul tour. Les Britanniques et les Néerlandais voteront les premiers ce jeudi. Ils seront suivis des Irlandais et des Tchèques. Samedi, ce sera au tour de Chypre, Malte ou encore la Slovaquie. Et dimanche, tous les autres pays, dont la France et l'Allemagne. Les résultats ne seront pas connus avant 23 h, une fois que tout le monde aura voté. Et la circonscription ouest comprend 3 régions chez nous, les Pays de la Loire, la Bretagne et Poitou-Charentes, 13 départements en tout. Ces 3 régions additionnées comptent environ 8 700 000 habitants et plus de 6 millions d'électeurs. 25 listes de 18 candidats chacune se présentent au scrutin de dimanche. Il s'agit d'élire dans notre circonscription ouest 9 des 74 eurodéputés français qui siégeront ensuite au Parlement européen. Enfin, il va falloir, dans ces derniers jours de campagne, tenter de convaincre beaucoup de citoyens. En 2009, la participation n'était chez nous que de 42%. Voilà, 1 heure de débat, 6 invités, 6 têtes de liste sur ce plateau. Je vous les présente. Yannick Jadot, eurodéputé sortant pour Europe Écologie Les Verts, vous êtes parisien. Jean Arthuis, vous venez de Mayenne, vous êtes le président du Conseil général de la Mayenne, vous êtes également sénateur et vous menez la liste UDI Modem. Gilles Le Breton, vous êtes le candidat à tête de liste pour le Front National, vous êtes originaire de Seine-Maritime. Alain Cadec pour l'UMP, vous aussi, vous êtes un eurodéputé sortant, vous êtes breton, vous venez des Côtes-d'Armor. Bretonne également, Isabelle Thomas, vous êtes vous aussi eurodéputée sortante, vous êtes bretonne donc d'Ille-et-Vilaine, vous êtes également conseillère générale et vous menez la tête de liste du Parti Socialiste. Et Madame Martin, Myriam Martin pour le Front de Gauche et vous êtes originaire, Madame Martin, de Haute-Garonne. Alors 19 autres listes sont en lice pour ces élections, des plus grandes aux plus petites. Chacun défend sa cause, sa vision de l'Europe. Vous découvrez ces autres listes. Il y a notamment le Parti fédéraliste européen, le NPA, Nouvelle Donne ou encore les féministes pour une Europe solidaire. Voilà, on vous laisse découvrir effectivement toutes ces listes, hein. Le CSA, je vous le rappelle, nous oblige à citer tout le monde. L'Europe, le Parlement européen, on connaît parfois mal les compétences de Bruxelles. Qui sont vos députés européens? Quels sont effectivement les enjeux de ce scrutin? Eh bien, on a posé la question aux Nantais, dans la rue. Écoutez leur réponse. Est-ce que vous savez s'il y a des élections à venir dans les semaines prochaines? Oui, je sais qu'il n'y en a pas. Est-ce que des élections vont avoir lieu bientôt? Vous êtes au courant? Présidentielle, non, je crois. C'est ça? Oui, les européennes. Ah, alors à quoi elles servent ces élections européennes? Ah non, bah ça c'est une grosse question. Bah pour élire nos représentants pour l'Europe. À quoi il sert ce Parlement? À beaucoup de choses, puisqu'on transmet de plus en plus nos compétences au niveau de Bruxelles, ce qui suppose donc une harmonisation entre les 28. Et c'est forcément compliqué et long, mais intéressant. À quoi elles servent ces élections européennes? Pour élire les députés, j'imagine. Qui servent à quoi eux-mêmes? À rien, comme la plupart des institutions politiques actuelles. À voter pour les représentants au Parlement. Ce même Parlement qui lui-même sert à quoi? À définir les lois européennes qui après pourront être transposées en France et dans les différents pays de l'Europe, de l'Union européenne. Autre petite question, combien de pays dans l'Union européenne? Oui, aïe, 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 je vais avoir honte. Je sais pas, 12? Non, une vingtaine. L'Union européenne, c'est combien de pays? Oula. Allez, essayez. 12? 15? Je sais plus. C'est la honte. C'est une cata. Je sais plus, il y en a... Allez, 23, 25, je sais plus. Aujourd'hui, il y en a 28, vous étiez pas très loin. Pas mal. Voilà, il y a un petit peu de pédagogie à faire autour de l'Europe. Le grand débat des Européennes, c'est parti. Voilà, euroscepticisme, l'un des mots peut-être les plus prononcés durant cette campagne des Européennes. C'est vrai que les Français
sont sceptiques, voire méfiants. Je vous propose de regarder un sondage, un IFOP que nous a livré le journal du dimanche, c'était il y a 3 jours. Un Français sur 2 se dit insatisfait par l'Europe. Il y a un autre chiffre, on pourra en citer plein. 63% des Français disent que l'Union européenne, c'est finalement du gaspillage d'argent public. Et pourtant, l'Europe intervient dans notre quotidien. Il suffit de se tourner autour de nous. Il y a les berges de la Loire qui ont été financées en partie avec des fonds européens. Il y a un pont derrière nous, le pont Tabarly, qui a également été financé avec des fonds européens. Alain Cadec, le tirage au sort vous a dédié pour répondre en premier à cette question. Pourquoi ce désamour, pourquoi cette défiance, à votre avis, à l'égard de Bruxelles? Parce qu'on se sert de l'Union européenne comme bouc émissaire. Et comme vous le disiez tout de suite, c'est vrai que l'Europe intervient pour notre quotidien, ici même, tout près. On voit des endroits qui ont été impactés, heureusement d'ailleurs, par l'Union européenne. Et il faut rappeler quand même que dans le budget de l'Union européenne, on disait que l'Union européenne dépensait de l'argent. 94% du budget de l'Union européenne, c'est de l'investissement, et 6% c'est du fonctionnement. Donc on ne peut pas dire que l'argent européen est dilapidé. Par ailleurs, incontestablement, les Français en ont un peu assez de l'Europe technocratique. Et en tous les cas, nous partageons un petit peu cet avis. Il faut une Europe plus politique, moins technocratique. Et je pense que tout ça, ça a contribué à cet euroscepticisme ambiant qu'on voit bien et qui est entretenu malheureusement par un certain nombre de leaders politiques également en France, pour des raisons d'ailleurs de politique intérieure. Et peut-être aussi que le gouvernement français actuellement ne fait rien pour contrecarrer cet euroscepticisme par des mesures qui sont prises et qui ne correspondent pas à ce qui devrait être le cas dans le cadre de la crise que nous traversons actuellement. Donc beaucoup d'euroscepticisme malheureusement et de la difficulté à convaincre les gens de venir voter dimanche. Jean Arthuis, il faut plus d'Europe et une autre Europe? Plus d'Europe, il faut métamorphoser l'Europe. Elle apparaît distante, complexe, bureaucratique. Et lorsqu'il y a un problème, les gouvernements sont prompts à dire que c'est la faute de l'Europe. En situation difficile, celle que nous traversons aujourd'hui, au plan social, au plan économique, c'est tellement commode de faire de l'Europe le bouc émissaire. Or, le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas gouvernée. Et si elle n'est pas gouvernée, c'est que nos chefs de gouvernement, c'est que nos chefs d'État ne prennent pas la mesure de leurs obligations pour assurer le gouvernement politique de l'Europe. L'urgence, c'est de métamorphoser l'Europe pour que nous ayons une Europe enfin politique. Le Parlement aujourd'hui est à ce point bien docile qu'il est convenu que pendant une mi-temps, c'est le PPE qui préside le Parlement européen, et l'autre mi-temps, ce sont les sociaux-démocrates. C'est pas un problème de docilité, c'est un problème d'accord. Non, mais d'accord, mais il faut que la politique l'emporte pour conduire l'Europe. Gilles Le Breton, pour le Front National, vous, plus d'Europe, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord. En effet, l'Europe... En tout cas, l'Union européenne, car il ne faut pas mélanger les deux notions, l'Union européenne porte une lourde part de responsabilité dans la crise qui frappe notre pays. Car en effet, au départ, c'est un beau rêve qui nous promettait la prospérité, l'amitié entre les peuples. Et puis dans la réalité, on voit bien que c'est tout à fait l'inverse auquel nous assistons. Car en effet, l'Union a ouvert inconsidérément ses frontières à une immigration excessive. D'autre part, elle a encouragé le dumping social en encourageant notamment par sa directive détachement des travailleurs européens à venir prendre le travail des Français en étant payés moins cher puisque dans le cadre de cette directive, on paye les charges sociales du pays d'origine du travailleur et non pas les charges sociales françaises. Et puis pour couronner le tout, elle est en train de négocier des traités en grand secret, notamment un traité dont nous reparlerons tout à l'heure avec les États-Unis et qui, s'il est jamais adopté, eh bien, va provoquer la ruine définitive de notre agriculture qui déjà ne se porte pas très bien. Mais en matière de ruine, vous êtes bon parce que si on sort de l'euro comme vous le souhaitez, c'est 1 million de chômeurs en plus tout de suite et c'est 20% de dette en plus, monsieur. Oui, enfin, vos chiffres sont parfaitement ridicules. Des économistes très éminents comme Jacques Sapir ont démontré qu'au contraire... Non, il n'est pas tout seul, mais c'est en l'occurrence le plus connu. Il a démontré... Oui. C'est le Parlement qui doit le ratifier. Je reconnais bien là le sens de la démocratie de mes adversaires qui ne me laisseront pas poursuivre ma démonstration jusqu'au bout parce qu'ils sont déjà en grande difficulté en réalité. C'est ça la vérité. Donc je disais donc qu'un économiste comme Jacques Sapir a démontré au contraire que la sortie de l'euro nous permettrait de relancer notre machine économique. Car en sortant de l'euro, nous revenons à un franc nouveau, un franc qui équivaudrait à l'euro actuel. Nous dévaluons ensuite de 20%, ce qui permet de relancer l'économie. Pas du tout. C'est le chaos économique. Ce n'est pas du tout le chaos. Je crois que c'est le retour à la prospérité. Je crois qu'on parle d'euroscepticisme. Je pense qu'il y a du scepticisme vis-à-vis de l'ensemble des dirigeants politiques, vis-à-vis de l'ensemble
des échelons politiques. Je veux dire, on ne va pas dire qu'il y a une adhésion très forte à la politique nationale. On a vu aussi beaucoup d'abstention dans les élections municipales. Donc il y a le sentiment, pour une bonne partie des Françaises et des Français, que les gouvernements, d'une façon générale, ne répondent plus aux enjeux sociaux, ne luttent plus contre les inégalités, ne luttent plus contre les discriminations et ont, d'une certaine façon, renoncé à transformer la société. Alors évidemment, l'Europe, c'est un espace politique nouveau. C'est un espace démocratique, mais d'une démocratie nouvelle, et c'est pas facile. Mais abstrait aussi pour la majorité des électeurs. C'est abstrait pour la majorité, mais je reconnais, vous savez, après la Révolution française, il a fallu 150 ans pour donner le droit de vote aux femmes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la culture politique européenne n'a pas imprégné la culture politique nationale. On a parlé de bouc émissaire, c'est vrai. On voit des forces politiques remettre les recalés de la politique nationale. On voit un gouvernement et un chef d'État mettre les recalés du gouvernement ou les recalés de la direction d'un parti politique. Donc je crois qu'il va falloir aujourd'hui encore expliquer, mais on a une nécessité absolue d'Europe. Je veux dire, si on n'a pas l'Europe, on n'arrivera pas à réguler la mondialisation. On sera régulé par la mondialisation. Nous avons besoin de redonner envie d'Europe. Parce que sinon, Madame Thomas, au moment où on parle en pas des France crises. de réforme territoriale, est-ce que justement parler d'Europe aujourd'hui, ce n'est pas encore rajouter quelque chose? Merci de revenir sur la question européenne, parce que j'avais l'impression que là, on s'en éloignait un peu. Effectivement, les Français comme les Européens sont déçus de l'Europe. Mais contrairement à ce que dit M. Arthuis, l'Europe est gouvernée. Elle est bel et bien gouvernée, notamment par la droite et au sein de la Commission européenne, qui est le gouvernement de l'Union. Il y a effectivement depuis des années une politique extrêmement libérale. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il faut changer de majorité, que l'Europe n'est pas le cadre pertinent pour répondre à votre question. Je crois que nous sommes dans une économie complètement mondialisée, avec une finance internationale qui est extrêmement puissante, plus puissante souvent que les États-nations. Et donc, dans ce contexte-là, si on ne se serre pas les coudes entre pays européens, si on ne construit pas l'Europe, si on ne devient pas cette puissance face aux grands trusts multinationaux, face à la finance internationale et face aussi aux États continents qui émergent désormais partout dans le monde, alors nous ne pèserons pas. Nous ne pourrons pas, on l'a vu avec les Mittal ou même les Bouygues, pour revenir à des grands industriels français. Ils sont plus puissants, ils font plus la loi que certains États-nations. Myriam Martin pour le Front Écoutez, de gauche. Plus d'Europe ou moins d'Europe? Oui, plus d'Europe. On parlait d'euroscepticisme. Si nos concitoyens nous écoutent en ce moment, je pense qu'ils seront un peu plus que sceptiques, ils seront consternés, comme je le suis, parce que ici on a à ces pupitres des dirigeants politiques qui dirigent l'Europe, effectivement, ou dont les partis dirigent l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est qu'effectivement les dirigeants de droite sont aujourd'hui ceux qui dirigent la Commission européenne. On se partage le pouvoir au Parlement européen, je suis désolée de le dire, avec le Parti socialiste européen, et donc aujourd'hui on se rend compte que les gens ne sont pas sceptiques, ils sont en colère. Quand on fait une campagne de terrain, on se rend compte que les gens sont effectivement en colère parce que l'Europe les a oubliés. Et effectivement, quand vous entendez les témoignages que vous avez passés tout à l'heure, on se rend compte de quoi? Qu'il y a un problème, y compris un déficit démocratique terrible, et qui fait que les Européens que nous sommes ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas comment ça se décide, mais par contre ils voient les conséquences, et notamment les politiques d'austérité qui ont sévi dans toute l'Europe. Ça, c'est un vrai problème. Quant aux travailleurs détachés, Monsieur Le Breton, ce ne sont pas nos ennemis. Voilà, nous, on ne se trompe pas de cible. Les vrais responsables aujourd'hui du dumping social, c'est l'Europe qui organise ce dumping social, mais c'est aussi le grand patronat en particulier qui en profite. Donc ne surfez pas sur cette xénophobie qui est terrible et qui est un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe, et qui explique évidemment le fait qu'on ait une extrême droite qui démagogiquement raconte ce qu'elle veut, et surtout met en opposition les travailleurs. Et nous, sur on son défend domaine une de autre prédilection, Europe, une Europe de peuple. Oui, votre domaine de prédilection, c'est effectivement de désigner des boucs émissaires. On connaît, on a l'habitude, c'est votre fonds de commerce. Aucun bouc émissaire, vous m'avez mal entendu. J'ai bien attaqué l'Union européenne, j'ai bien attaqué la politique de l'Union européenne qui provoque ce dumping social. Mais je n'attaque pas les travailleurs étrangers qui profitent du système. On parlera tout à l'heure des frontières. Pas du tout. Voilà. Merci, c'est la fin de cette première thématique. On va parler maintenant de l'Europe sociale. Rentrons dans le vif du sujet. L'Europe économique et monétaire se construit-elle contre l'Europe sociale? Faut-il infléchir le cours de la politique européenne avec moins d'austérité, plus de croissance,
plus d'emplois? Autrement dit, faut-il réviser le pacte de stabilité? Vous allez confronter vos programmes, vos idées sur ce thème. 11 minutes de débat. Isabelle Thomas, première question, puisque le tirage au sort vous a désigné pour y répondre. Il y a au Parti socialiste une volonté de changer l'Europe. Le moment vous dites le moment est venu pour changer cette Europe, pour prendre un nouveau cap économique. Vous irez donc à Bruxelles négocier ce dossier avec l'Allemagne. Vous pensez qu'elle est prête aujourd'hui à entendre cet argument? Je crois qu'effectivement, la droite est gouvernée par les libéraux qui ont petit à petit transformé le projet européen en un grand marché où tout est devenu marchandise, y compris les travailleurs. Et il y a évidemment, avec le symbole de la directive détachement des travailleurs, on l'a bien vu, le fait que ce fameux dumping social, cette espèce de cercle vicieux, ce cercle infernal fait qu'on va toujours chercher à payer moins les travailleurs en Europe. Il y a donc urgence à stopper tout ce dumping social, notamment avec la révision des travailleurs détachés, bien sûr, notamment avec l'instauration d'un salaire minimum européen. Comme vous le disiez, les Allemands y sont prêts, puisque dans la coalition entre le SPD, et les socialistes allemands et Mme Merkel, le salaire minimum en Allemagne et ensuite en Europe a été posé. Il y a aussi bien sûr les questions de dumping fiscal qui malheureusement pèsent aussi sur ce moins-disant généralisé. Et donc il y a aussi de la part de Martin Schulz, qui est notre candidat, un engagement fort qui est celui de payer l'impôt là où les profits sont réalisés, ce qui est un instrument de lutte évidemment important contre les paradis fiscaux. Et il y a aussi, autre priorité pour les socialistes, la question du chômage, puisqu'il y a 27 millions de chômeurs en Europe, et que sans plan de relance, sans véritable politique de croissance et de création d'emplois, eh bien, nous en resterons à une Europe ratée. Ce qui aurait été important, du coup, c'est de ne pas réduire le budget européen. Parce que moi, j'entends bien un certain nombre de partis faire campagne en disant Yannick, nous voulons... Non, c'est à moi de Yannick, parler. C'est à moi de parler. Nous voulons... J'entends certains partis qui disent « Nous voulons l'Europe qui investit, nous sommes le candidat anti-austérité ». Moi, je sais au Parlement européen que le Parti socialiste, les centristes et l'UMP ont voté 85 milliards de réduction du budget européen. C'est 85 milliards d'investissements en moins, alors qu'on sait à quel point on a besoin d'investir, par exemple, sur la transition énergétique, sur le logement. C'est 85 milliards d'euros en moins. Aussi sur la solidarité, quand on a une augmentation du taux de mortalité infantile en Grèce de 40%. Alors, donc, si vous voulez, s'il y a aussi une désaffection des citoyens par rapport à l'Europe, je crois qu'il y a aussi beaucoup de duplicité dans les discours. On ne peut pas dire en campagne l'inverse de ce qu'on vote à Strasbourg. Alain Cadec va vous répondre. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, évidemment, c'est l'emploi. C'est clair, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est la croissance. Et quand j'entends Mme Thomas me parler de mesures pour la croissance, j'ai envie de me pincer, parce que je vois ce qui se passe en France, et je suis très inquiet. J'espère qu'une chose, c'est qu'on ne mette pas en place au niveau européen les mesures qu'on met en place au niveau français. Alors, il est clair que, par ailleurs, j'entends aussi l'idée d'un SMIC européen. Alors, c'est une idée généreuse, incontestablement. Mais quand on sait que le SMIC en Bulgarie, c'est 160 € et que le SMIC aujourd'hui au Luxembourg, c'est 1 600 €, c'est une belle idée, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Mais pour les ne pas dire impossible. Aussi plus d'Europe sociale. Alors, bien sûr qu'on est pour plus d'Europe sociale. Une convergence fiscale, une convergence sociale est nécessaire, indispensable. Et c'est ce qu'il faut qu'on mette en œuvre dans les années qui viennent. Comment tu fais une convergence fiscale avec Jean-Claude Juncker comme candidat de la droite, qui était Premier ministre du principal paradis fiscal qui nous a fait les poches? On en reparlera, je t'en prie, là-dessus, c'est facile. Facile. On ne va pas accuser Jean-Claude Juncker de tous les mots, monsieur Jadot. C'est trop simple. Il a été président de l'Eurogroupe. Il a été président de l'Eurogroupe, il a très bien présidé l'Eurogroupe. Alors ça va, je vous en prie. Là-dessus, je contesterai ce point, Alain Cadec. La présidence de l'Eurogroupe a été calamiteuse. Mon cher Jean, vous avez le droit, je vous en prie. Alors, cela étant, je pense qu'il faut revoir. Non, je vais terminer si vous permettez. Je suis tout à fait d'accord aussi. Il faut revoir la directive sur les travailleurs détachés. Je pense que c'est important. Parce qu'elle fait l'objet de fraude et permet pas de lutter correctement contre le dumping social. C'est clair. Monsieur Cadec, ça vous embête pas que je finisse? Et pour qu'on ait de la croissance, il faut mettre en place une politique industrielle européenne. C'est indispensable, une politique énergétique européenne. On se retrouve sur certains points, c'est évident, mais pas sur l'essentiel. Madame Martin.
Oui, écoutez, l'Europe sociale, c'est le serpent de mer depuis le traité de Rome. Vous êtes tous en train de dire qu'il faut une Europe sociale, mais quand vous étiez aux manettes, personne ne l'a construite. Et puis, les politiques qui sont menées aujourd'hui, elles font tout à fait l'inverse. Nous, on dit qu'il faut en finir avec la directive des travailleurs détachés. Ce que vous n'avez pas fait le 16 avril dernier, il y a eu un vote, elle est soi-disant amendée, arrangée. En vérité, elle arrange très peu les choses. Et encore une fois, on a des travailleurs qui perdent leur emploi et d'autres qui sont surexploités. Donc nous, on dit qu'il faut en finir avec ça. Et il faut aujourd'hui une harmonisation sociale. Et ne me racontez pas qu'un SMIC européen, qui est lié bien sûr pour chaque pays aux richesses produites, un SMIC dans chaque pays qui correspond aux richesses produites, évidemment, c'est une nécessité aujourd'hui pour lutter contre le dumping social. Bon, comment on peut être contre cette mesure qui est de la justice sociale élémentaire? Bulgare, il sera à 160 €. C'est la justice sociale élémentaire. Vous nous expliquez en réalité que ce n'est pas possible. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. L'Europe est l'union économique et monétaire. Mais l'Europe ne sera que si elle est sociale. Et pour qu'elle soit sociale, il faut, à mon avis, qu'il y ait convergence fiscale, convergence des prélèvements sociaux et également convergence du droit du travail. Or, nous avons des marges de progression considérables. Évitons de faire entrer de nouveaux États dans l'Union européenne tant qu'on n'aura pas permis cette convergence. C'est à ce moment-là que la zone euro et l'Union européenne deviendront une zone optimale. Ce qui compte, c'est un bon réglage de la politique économique. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une banque centrale européenne qui est d'essence fédérale, qui cherche vainement son interlocuteur, le ministre de l'économie et des finances. C'est pour cela qu'il faut mettre en place un président à temps plein de l'Eurogroupe qui soit le ministre de l'économie, des finances et de la coordination budgétaire. Et alors, nous pourrons avoir une bonne synergie entre politique économique et politique monétaire. Et alors, nous pourrons créer de l'emploi. C'est à cette condition, à mon avis. Oui, il y a une gouvernance économique et financière européenne. C'est indispensable. Mais l'euro fort, ça n'est pas si facile. Avec le même euro, les Allemands obtiennent un excédent commercial de 200 milliards. Et les Français, avec cet euro, 60 milliards de déficit. Donc c'est pénalisant. Notre problème, nous Français, c'est la compétitivité de l'économie française. C'est l'absence de réformes structurelles que ni la droite ni la gauche n'ont été capables jusqu'à maintenant de mettre en œuvre, faute de courage politique. C'est pas l'Europe qui fera... Vous avez été ministre de l'économie, non? Oui, eh bien permettez-moi de vous dire que moi, quand j'étais ministre, on a passé le déficit de 6% à 3%. Et permettez-moi de vous dire que ce n'était pas un exercice facile. Et que nous avons fait également des réformes pour obtenir la compétitivité. Malheureusement, en France, les ministres des Finances restent en général 2 ans au pouvoir, et ce n'est pas tout à fait suffisant pour mettre en œuvre les réformes nécessaires. Une gouvernance économique et financière à l'échelle européenne est indispensable, incontestablement. Mais elle existe. C'est un partage de souveraineté. C'est la Commission qui le fait aujourd'hui. Non, c'est un partage de souveraineté. Avec le semestre européen. C'est temps de faire entendre Je parle au Parlement et je parle du Monsieur Jadot, s'il vous plaît. Monsieur Jadot. Je pense juste qu'il ne faut pas confondre les outils et les politiques. L'euro, aujourd'hui, permet de fédéraliser, permet d'être un levier pour qu'on soit plus fort, qu'on évite la guerre commerciale en interne. Il faut rabaisser un peu le taux de l'euro, mais surtout, il faut une Europe qui investit. Aujourd'hui, le problème, c'est que la Banque centrale européenne, elle sert la vis à tous les étages. Donc, il faut pouvoir à la fois que la Banque centrale européenne puisse prêter à 0% aux États. Il faut qu'il y ait un grand plan d'investissement. On l'a vu avec Alstom, on le voit avec Mittal, on le voit à chaque fois. Le patriotisme aujourd'hui industriel à l'échelle nationale est un échec. Il faut construire des grands pôles européens industriels. Et pour ça, il faut de l'investissement. Monsieur Jadot. Attendez, Monsieur Le Breton qui n'a pas parlé. Vous êtes d'accord simplement. Pour qu'il y ait de l'investissement, il faut que tout le monde n'est pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas d'accord. J'aimerais parler quand même de temps en temps. S'il vous plaît, Monsieur Le Breton pour le Front National. Non, attendez. Monsieur Jadot, s'il vous plaît. Le problème est de savoir si l'Union européenne peut être sociale. Et à mon avis, elle ne peut pas l'être. Elle est en effet intrinsèquement acquise à l'ultralibéralisme. Il faut bien se rendre compte que l'Union européenne n'est pas ce beau rêve, cette merveilleuse perspective qu'on nous brosse périodiquement tous les 5 ans. Ça me fait penser à la fin de l'histoire. C'est comme ça, l'Union européenne est ad vitam aeternam. Oui, mais je connais la technique qui consiste à essayer de faire perdre le fil conducteur à l'autre orateur. Je continuerai sur ma lancée. Je vous dis simplement que rien n'est jamais définitivement perdu. Ou alors, si vous le pensez, pourquoi voulez-vous être député ? Je suis juriste et j'ai donc eu la faiblesse de lire les traités sur l'Union européenne. Et à l'intérieur, on voit que l'un des dogmes intangibles que l'UMP et le PS y ont inscrit,
c'est la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire qu'en clair, dans tous les domaines, c'est l'ultralibéralisme. Et à partir de là, alors loyal, écoutez, permettez-moi de rire. Regardez la réalité. Chaque citoyen peut constater que nous sommes envahis par des produits chinois qui ne supportent aucune charge sociale et qui, par conséquent, sont plus compétitifs que nous. Si c'est ça la concurrence libre et non faussée, ce n'est pas la conception que j'en ai. Hein. Donc, permettez. Par conséquent, cette Union européenne, vous ne la corrigerez jamais. Et en outre, il ne faut surtout pas compter sur les socialistes. Alors. Pourquoi est-ce que vous Je vous le dirai dans un instant. Il ne faut pas compter sur les socialistes, puisque M. Schulz, qu'ils soutiennent pour la présidence de la Commission, s'est prononcé pour le projet de traité transatlantique en 2013. Or, c'est un projet qui va nous ruiner définitivement. Alors, si je me présente, ça n'est pas pour sauver cette Union européenne qui ne peut plus l'être, c'est pour la combattre de l'intérieur. Et en tant que représentant du peuple français, je défendrai les intérêts de mon peuple et j'empêcherai... C'est ce qu'on fait tous les jours. Si non, pas du tout. Vous faites malheureusement le contraire. Madame Le Pen, c'est-à-dire ne jamais venir en commission. Je continuerai. Ne jamais être présent moi, au moment des votes. Rassurez-vous, je serai présent et vous le verrez. Oui, et donc, je disais donc, je limiterai les dégâts européens en m'opposant, par exemple, au projet de traité transatlantique. Et ça, c'est du concret. Dès les premiers jours où je siégerai au Parlement, je m'opposerai de toutes mes forces, avec Marine Le Pen, à ce projet de traité transatlantique. Merci. On va passer à la thématique suivante. On va parler de quelle Europe, quelle société. Avec cette question, faut-il par exemple aller vers une harmonisation européenne ou faire pression sur les États membres quand on parle de droit à l'avortement par exemple, ou d'accès aux soins, pourquoi pas d'égalité salariale entre hommes et femmes, ou pourquoi pas aussi de langue régionale? Je me tourne vers vous, Myriam Martin. Alors est-ce qu'il faut vraiment une harmonisation aujourd'hui, que l'Europe parle d'une même voix quand on évoque ces sujets d'accès aux soins ou de droit à l'avortement par exemple? Vous parlez de ce qui manque effectivement à l'Union européenne, c'est-à-dire l'Europe des droits fondamentaux. Pour les femmes, pouvoir disposer de leur corps, avoir le droit à l'avortement, ça devrait être des droits qui sont incontournables, inscrits et garantis par l'Union européenne, tout comme effectivement le droit et le respect à la diversité culturelle. Comme l'ensemble d'ailleurs des droits sociaux, comme le droit aussi d'être considérés comme des citoyens à part entière, comme le droit aussi à avoir un logement décent, à un travail, à la protection sociale. C'est ça, vous savez, la maison, quand on la construit et qu'on a des fondations qui sont branlantes, elle se casse la figure. C'est ce qui est en train de se produire parce que l'Europe qu'on nous a construite, effectivement, elle est libérale, elle est favorable au marché financier. Elle ne s'est pas préoccupée de ce qui devrait faire l'essence même de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des peuples et l'Europe des droits. Donc nous, on est pour inscrire évidemment ces droits de manière incontournable dans l'Union européenne, ce qui permettrait effectivement de lutter contre les injustices et les inégalités qui aujourd'hui sévissent vraiment d'une manière assez générale au sein de l'Union. On va être concret, par exemple, concernant la question du droit à l'avortement. 21 pays autorisent l'IVG à la demande, donc il en manque quelques-uns. 4 l'autorisent en cas de viol. Malte l'interdit complètement. Chypre a déclaré l'avortement illégal. Et en Espagne, on voit bien que ce droit à l'avortement, depuis quelques mois, est remis en cause. Et le gouvernement espagnol, le Parlement espagnol se prononceront prochainement sur cette question. Sur l'accès aux soins, Médecins du Monde, dans une étude, vient de demander cet accès garanti pour les populations les plus fragiles en Europe. Est-ce que d'un pays à l'autre, du nord au sud, on peut aujourd'hui vraiment parler d'une même voix et arriver à se mettre d'accord aujourd'hui, puisque finalement, on a l'impression que c'est ce que reprochent les électeurs à l'Europe. Oui, mais le problème, c'est que la construction, elle ne s'est pas faite avec les peuples, elle s'est faite généralement contre eux. Si vous avez un certain nombre de bagarres qui sont menées, notamment sur le droit à l'avortement, mais aussi sur la protection sociale, c'est parce que dans les pays, y compris où ça n'existe pas, il y a des organisations progressistes, il y a des mobilisations pour exiger ces droits. C'est pas comme si elles n'existaient pas. Et l'Europe devrait au contraire construire ces droits pour dire, voilà, les droits fondamentaux qu'on doit pouvoir appliquer. Et si elle s'était construite comme ça, on aurait pu effectivement engranger davantage de soutien, y compris de la part des populations qui jusqu'alors ont été privées de ces droits. On construit à l'envers, on se rend compte que ces droits n'existent pas et que maintenant il faudrait rattraper la construction à partir de ces droits qui sont fondamentaux. Écoutez, les droits qui vont vers plus de progrès humain, plus d'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire une égalité totale, devrait être la base de la construction de l'Union européenne. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous, on insiste, il faut absolument aller par ça. J'ai envie de dire que, quand même, sur la question des droits, sur la question des libertés fondamentales et des libertés publiques,
ça fait partie des plus belles réussites de l'Europe. Alors, on n'est pas au bout du chemin. Et d'ailleurs, sur la question que vous posez, droit à l'avortement, égalité des salaires, etc., moi, je veux bien entendre tous les commentaires. Mais ce que je regarde, ce sont effectivement les votes. Et les votes de la droite sur le droit à l'avortement, sur l'égalité salariale. Ils se cachent derrière des questions techniques et de compétences de l'Union pour ne pas les voter. Ça a été le cas sur le droit à l'avortement. Non, je suis désolée. Ça a été le cas sur l'avortement. Ça a été le cas sur les salaires. Oui, mais tu es pour l'avortement en France, mais tu ne veux pas et tu ne permets pas que toutes les femmes européennes en bénéficient. Donc là, il y a un vrai problème. Et du coup, le jour où on a voté sur ce rapport Estrella sur le droit à l'avortement, du fait de la droite, on a perdu à une dizaine de voix. Du fait de la droite, le lendemain, le Premier ministre Rajoy annonçait qu'il revenait sur le droit à l'avortement en Espagne. Donc c'est quand même alternative au rapport Estrella. Qui ne permettait pas le droit à l'avortement. L'Europe doit être un espace de civilisation. C'est essentiel. C'est pas simplement un marché, c'est pas simplement un lieu où on échange. C'est un lieu, une communauté de destin. C'est un lieu où on doit bien vivre ensemble. Donc ça doit être un espace de mobilité, ça doit être un espace de respect, de tolérance des diversités. Ça doit être un espace. Vous savez, l'Europe aujourd'hui, notamment vis-à-vis de la France, c'est celle qui cogne l'État quand il ne respecte pas le droit environnemental sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est l'Europe qui dit à la France, attention, vous émettez beaucoup trop de particules fines, on le voit en permanence dans les pics de pollution. C'est l'Europe qui nous rappelle en permanence à nos obligations en matière de protection de l'environnement. Quand même, on a a besoin... Et les droits sociaux des Grecs, est-ce qu'ils subissent le droit à la protection? C'est l'Europe qui a fait le contraire. Mais non, si on en revenait aux questions de société. Mélangeons pas tout. C'est pas parce que l'Europe n'est pas assez sociale que l'Europe ne doit pas être protectrice de la santé, de l'environnement, des droits humains. Et il faut absolument arriver à le faire. On ne peut pas demain rentrer dans une Europe où il faudra prendre son visa pour aller en Belgique ou pour aller en Italie, où il faudra changer sa monnaie pour voyager. Il faut que les étudiants, que les sans-emploi, que les aides-soignantes, que les ingénieurs puissent vivre heureux en Europe dans un projet de civilisation. Est-ce qu'il faut plus d'harmonisation? Est-ce que les 28 États membres peuvent avancer unis sur ces questions qui divisent quand même? Ce qui fait notre attachement à l'Union européenne, c'est que nos 28 États membres partagent les mêmes valeurs de l'humanisme, de la démocratie, des droits de l'homme. Ce qui me paraît le plus... pas les mêmes positions sur des questions comme l'avortement. Les thèmes que l'on évoque, certains problèmes de société sont, convenons-en, terriblement clivants. Je pense qu'il faut laisser aux citoyens le temps de la réflexion et dans chaque État membre que cette réflexion puisse aboutir progressivement et sans violence et sans heurts. Ce qui me paraît le plus urgent, c'est de recréer les conditions du plein emploi, de l'harmonisation pour donner à l'Europe sa dimension sociale. C'est ça l'urgence. Ce qui est scandaleux, c'est la situation du chômage dans certains pays, le chômage des jeunes en particulier, 50% en Grèce et en Espagne et 25% en France. Donc commençons par régler les problèmes économiques et les problèmes sociaux pour assurer le plein emploi. Sur les droits de l'homme, j'aimerais faire entendre la voix du Front National. Je pense que l'Union européenne n'a pas à s'occuper de droits de l'homme pour deux raisons. La première raison, c'est que la France est déjà à un très haut niveau de protection en matière de droits de l'homme. Et n'oublions pas qu'à l'étranger, nous faisons figure de patrie des droits de l'homme. Donc on ne voit pas très bien ce que l'Union européenne pourrait nous apporter, d'autant qu'en réalité, on le voit bien par son dumping social. Il ne faut pas venir en aide à l'Italie, par exemple, qui voit arriver quotidiennement, j'allais dire, par son dumping social, par son dumping social. Il préfère défiler à la Douma et chez les palais de Poutine exactement l'inverse pour combattre la démocratie en Ukraine. Les droits fondamentaux. Mais monsieur Le Breton, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais j'irai jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous n'arriverez pas à me déstabiliser. Non, mais je vous pose une question, monsieur Le Breton. C'est de dire que je continue. Est-ce qu'il faut aller aider l'Italie, par exemple? Je n'ai pas l'habitude de répondre à une question numéro 2 avant d'avoir répondu à la question numéro 1. Donc la question numéro 1, c'était les droits de l'homme. Je vous ai expliqué que l'Union européenne n'avait pas à s'immiscer dans ce domaine car la France est déjà suffisamment compétente dans cette question. Et la deuxième raison, et ça va étonner beaucoup nos téléspectateurs, c'est qu'il y a une deuxième organisation européenne qui existe depuis 1949 et qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui s'appelle le Conseil de l'Europe et qui englobe tous les États européens au sens large, y compris d'ailleurs la Russie. Eh bien,
Cette Rapidement, autre s'il vous plaît, organisation, oui, mais c'est important, elle est spécialisée en matière de droits de l'homme. C'est une démocratie, la Russie. Elle est... Attendez, que mais- Poutine est votre allié. je parle du Conseil de l'Europe. Le On parle de Conseil de l'Europe, on parle l'Europe pas de est Russie. spécialisé en matière de droits de l'homme. Et si l'Union européenne s'immisce dans ce domaine, ça va être une grave cacophonie, une concurrence entre ces deux organisations européennes. Et ça, en tant que juriste, je ne le veux à aucun prix, car l'entreprise de l'Union européenne va détruire la protection des droits de l'homme assurée par le Conseil de l'Europe. Les droits de l'homme sont garantis en Europe par la signature de la Charte des droits fondamentaux que signe chaque État. Et c'est important. Ça correspond à la Charte des droits de l'homme. Mais elle concurrence la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de Monsieur Le Breton, 1950. laissez Monsieur qui Cadec. émane du Conseil de Breton, l'Europe. on On a le droit de vous êtes en avance sur nous votre couper, mais parole. moi, en revanche, Oui, il mais faut vous que êtes je un peu long, Monsieur monsieur Cadec, Le s'il vous Breton. plaît, vous êtes un en peu retard long, sur votre temps de monsieur Le parole. Breton. J'apporte des Par informations. contre, moi. s'agissant des politiques familiales, je pense que ça relève de la souveraineté des États. Ça, c'est incontestable. Je dis bien des politiques familiales. Je dis bien, des politiques. Je dis bien des politiques familiales. Je dis pas des questions de société qui sont pas toujours, qui peuvent être. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des langues régionales. Évidemment, ça peut être du ressort de l'Union européenne. Mais n'essayez pas de me diaboliser. N'essayez pas de diaboliser le PPE. Ce serait trop simple. Et je pense que ce serait trop facile. Ce qui est important, c'est de respecter cette charte des droits fondamentaux. Et quand elle n'est pas respectée par un État, on le remet d'aplomb. On a eu le cas pendant cette législature d'un pays, la Hongrie pour ne pas le citer. Pourquoi Joseph Daul a été soutenir Viktor Orban dans sa campagne pour dire que c'était un grand Européen alors qu'il veut casser les frontières en Europe avec Poutine. En lui disant si tu continues, c'est pas le discours de Joseph Daul on ne paiera de plus Viktor Orban. les subventions européennes. Donc ça veut dire que l'Union européenne et le Parlement en particulier est très très appliqué sur la charte des droits fondamentaux. C'est essentiel. S'agissant, comme je le disais tout à l'heure, des questions familiales, de politique familiale et de société, c'est de la souveraineté des États et ça doit rester de la souveraineté des États, c'est clair. Isabelle Thomas. Oui, je trouve ça hallucinant d'entendre ça, d'entendre que la Charte des droits fondamentaux n'intègre pas les questions de droit à l'avortement, d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est ça dont on parle. C'est ça dont on parle. Il y a un moment donné où on y viendra. On parle de la moitié de l'humanité. Là, on est en train de reculer. On parle de la moitié de l'humanité. Le vote du PPE, les femmes je n'ont pas les mêmes m'excuse. droits que les hommes. Le vote du PPE. Mais le chômage des ok. femmes, c'est effectivement les femmes. L'égalité qui sont touchées par le salariale, chômage. monsieur Arthuis. Voilà. L'égalité On a bien salariale entre pourquoi. les femmes et les hommes, monsieur Arthuis. Votre micro, monsieur Arthuis, C'est pas on vous entend pas. incompatible, Non, et monsieur vous parlez Arthuis. hein. d'une Créons les Europe où les droits conditions, sont créons les respectés conditions pour le tous, plein une emploi, Europe des s'il vous plaît. droits, C'est le préalable. avec C'est une ce grande qu'attendent nos communauté, mais les concitoyens. femmes, c'est des Pourquoi vous voulez pas citoyennes de faire les seconde deux zone. Enfin, une Mais c'est société, incroyable. une Ils ont démocratie, respecté la charte des droits ça fondamentaux, progresse c'est dans déjà son essentiel. bien-être, Non, elle ne dans va son pas assez bien-être loin matériel et aujourd'hui. ça progresse dans ses Madame droits. Martin, Elle Mais ne les va deux pas vont assez de loin. pair. S'il vous plaît, Ne s'il vous plaît, Elle ne on va vous pas entend assez pas. loin, parce que voyez-vous, là, regardez, on est en train de dire et d'expliquer que la question des droits des femmes, qui est un problème qui est primordial. Parce que quand on se bat pour les droits des femmes, c'est parce qu'on se bat pour qu'il y ait égalité au sein de l'humanité. Voilà, il y a des hommes et des femmes. Or aujourd'hui, alors si on est d'accord, on va plus loin que la charte fondamentale des droits, puisqu'elle ne permet pas ça. Alors il fallait voter. Il fallait voter. Il faut voter à un moment donné ce qui va vers les droits. Les droits Moi, fondamentaux. j'étais au Parlement européen. C'est jamais votre faute. On se demande ce que vous faites au Parlement En tout européen. cas, on voit bien vous les votez points de jamais. clivage entre les uns et les autres. C'est la fin de cette thématique. Laissons quelques prérogatives aux parlements nationaux, s'il vous plaît. On va parler à Vous qui présent dites ça, ça des fait peur. frontières. Alors c'est incroyable d'entendre monsieur Arthuis dire ça. Donc, les Nations Unies, c'est pas bon. Les Nations Unies, c'est pas bon pour défendre les droits, la paix, ça relève des souverainetés Vous vous nationales. rendez compte ce que vous dites, il y a une déclaration universelle d'accord. des Vous êtes droits de d'accord l'homme. avec le Alors on Conseil va de dire, l'Europe. laissons voir Comme les une parlements charte des droits nationaux, fondamentaux au niveau de l'Union européenne. on respecte pas les Merci, droits fondamentaux. merci Madame Martin. On parle des frontières. Voilà, on va parler des frontières, 50 000 km de frontières sur la zone de l'Union européenne, une Europe qui vieillit, une migration difficile à canaliser. On va regarder un chiffre, c'est un rapport de l'agence Frontex, qui est une sorte de garde-côte européen qui est basé à Varsovie, en tout cas qui surveille. Voilà, Frontex, 107 000 migrants illégaux en 2013, ça fait plus 48% par rapport à 2012. Alors comment gère-t-on cette situation? On voit bien que la Méditerranée se transforme de plus en plus en tombeau avec de nombreux drames. L'Europe est-elle une passoire aujourd'hui? Gilles Le Breton, le tirage au sort vous a désigné pour répondre en premier à Ça Ah, tombe cette question. très bien, car en effet, l'Union européenne est une passoire, et j'en veux pour preuve ce chiffre donné officiellement par l'agence Frontex, plus 48% d'étrangers en situation irrégulière en Si je un comprends an. bien, vous faites confiance à l'agence Frontex.
Eh bien, non. Mais une agence européenne. Laissez-moi. Non. Je vais vous expliquer pourquoi je lui fais confiance partiellement seulement. Elle reconnaît donc une augmentation du nombre d'immigrés clandestins, mais comme j'ai tendance à penser, comme l'ensemble des membres de mon mouvement, eh bien, que cette agence diminue les vrais chiffres, eh bien, je crois que la réalité, malheureusement, est encore pire. Voilà, parce que vous savez qu'il est très difficile de compter les immigrés clandestins par définition. Donc, ce que dit Frontex est extrêmement inquiétant. Ça nous indique que la réalité est sans doute beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'Union européenne pour faire face à cette situation? Je vais vous le dire. Très récemment, le 16 décembre 2013, le Parlement européen a voté un texte permettant aux Turcs, à partir de 2017, d'entrer librement dans l'Union européenne sans visa. Alors pourquoi? Parce que la contrepartie que l'on espère, c'est que la Turquie s'occupera de rapatrier les clandestins qui passeront par ça s'appelle un accord de réadmission. Oui, c'est un accord de réadmission. Vous soyez contre les accords de réadmission. C'est un accord de réadmission. Sauf que, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Monsieur Arthuis, on va revenir sur la question de tout à l'heure. On voit bien que l'entrée de l'Europe, ça passe par la Grèce et par l'Italie. Est-ce qu'il faut aider ces pays du sud de l'Europe et que doit faire l'Europe dans ce domaine? Madame Thomas, s'il vous plaît. Nos chefs d'État, en continuant à afficher l'illusion que le pouvoir est encore national dans un certain nombre de domaines de souveraineté nationale, affiche très vite l'impuissance politique qui exaspère nos concitoyens. Et c'est vrai en matière d'immigration. Il y a les accords de Schengen, mais en fait, les États ne se font pas confiance mutuellement et Frontex n'a pas les moyens de sa mission. On laisse les Italiens prendre en charge les arrivées massives de migrants malheureux qui fuient la guerre et la misère à Lampedusa. C'est vrai également entre le Maroc et l'Espagne. C'est vrai entre la Turquie et les frontières de la Grèce et de la Bulgarie. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Exercer à l'échelon national, c'est l'impuissance et c'est en fait une passoire. Donc il faut que l'Europe se saisisse de ces questions, que l'on mette en place des garde-côtes. Je tiens à Monsieur Le Breton, on sait que le mot censure est le mot le plus prononcé par les candidats du Front National dans les débats. Vous avez eu vos temps de parole, vous êtes en avance sur les autres. Merci. Monsieur Arthuis, terminez s'il vous plaît. Que ce soit véritablement une souveraineté partagée pour qu'elle soit effective, qu'on mette en place des garde-côtes. Aujourd'hui, on délivre des visas à Malte ou en Grande-Bretagne en fonction de l'argent que le demandeur peut mettre sur la table. Yannick Jadot, quelle politique prenez-vous en matière de migration et comment avancer alors que chaque pays voit midi à sa porte, qu'il n'y a pas de politique migratoire commune pour l'instant? Il faut faire une politique migratoire commune. Le problème, c'est que l'Europe a été construite comme une maison qui n'a pas de porte. On a des fenêtres, c'est le droit d'asile, mais on n'a pas de porte. Et tant qu'on n'aura pas une politique migratoire commune, comme l'ont les États-Unis, avec des consulats européens qui délivreront des visas, avec une politique migratoire qui soit fondée sur un triptyque humanité, nécessité, réalisme, tant qu'on n'aura pas ça, on aura de l'immigration clandestine et on aura des trafics humains et on aura 25 000 morts dans la Méditerranée. Est-ce qu'il faut un commissaire européen à l'immigration qui n'existe pas aujourd'hui? Oui, très clairement. Il faut un commissaire européen. Il faut surtout une politique européenne parce que, encore une fois, je veux dire, chaque État ne peut pas régler ça tout seul. C'est trop facile de renvoyer le problème aux Italiens et aux Grecs. C'est une charge qu'on doit partager. On a cette nécessité. Et puis, il faut lutter contre les raisons de l'immigration. On voit aujourd'hui les images en Bosnie et en Serbie de réfugiés climatiques sur le sol européen, des personnes qui sont déplacées. Ça va se multiplier avec les guerres de l'énergie, avec le dérèglement climatique. Donc luttons efficacement, c'est bon pour nos emplois et c'est bon pour stabiliser les populations là où elles ont envie de vivre. Isabelle Thomas, manque de courage de la part de l'Europe dans ce domaine? Oui, et manque d'unité, manque de solidarité, parce que la pression de ces flux migratoires pèse énormément sur les pays du sud de l'Europe, qui sont en plus des pays qui sont économiquement les plus fragiles. Donc il y a nécessité d'une politique commune, mais d'une solidarité forte de tous les pays de l'Union pour à la fois faire face à ces, du point de vue du contrôle, mais aussi du point de vue de l'accueil. Et je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que l'on voit l'Europe, que l'on voit cette question uniquement en désignant des boucs émissaires, car finalement, la passoire, la vraie passoire, la passoire la plus dangereuse pour moi, du point de vue des frontières, c'est qu'effectivement,
il y a des normes qui sont des normes de civilisation qui sont édictées par l'Union en matière alimentaire, en matière de protection du travail, en matière de protection sanitaire par exemple, et évidemment de protection environnementale, mais que les produits, les marchandises qui viennent du reste du monde, de pays qui n'ont pas de normes de protection environnementale, qui n'ont pas de normes de protection sociale, qui n'ont pas de normes de protection sanitaire, eux, ils rentrent par toutes les portes, par toutes les fenêtres. Et c'est surtout, à mon avis, la priorité du point de vue des frontières, c'est d'organiser des frontières européennes par rapport au libre-échange, par rapport au commerce mondial et international. Alain Cadec, on vous voit perplexe. Qu'est-ce que vous dites sur ces perplexe. questions? J'écoutais les différents candidats qui sont ici présents. Moi, d'abord, je suis favorable à ce qu'il y ait un commissaire à l'immigration. Ça me semble indispensable pour harmoniser en fait harmoniser les politiques des visas. C'est essentiel. Donc ça me paraît important. Je pense que par ailleurs, il faut revoir Schengen. Il faut revoir Schengen, c'est important. Et puis, bien sûr, il faut mettre fin, pour l'instant, stopper l'élargissement. Pourquoi c'est important de revoir Schengen? Parce qu'on voit bien que Schengen, aujourd'hui, c'est une passoire. C'est clairement une passoire. Pas du tout. Je suis pour cet espace de liberté et qu'aux frontières, aux confins de l'Europe, on soit très vigilant et qu'il y ait un commissaire chargé de cette immigration pour contrôler les visas. Ça me paraît la moindre des choses. On parle des frontières. Par ailleurs, on sait bien que la plupart des sans-papiers sont des gens qui viennent en France, par exemple, ou dans n'importe quel pays d'Europe avec des visas. Le problème, c'est qu'ils ne repartent pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de commissaire à l'immigration. Il n'y a pas de contrôle vraiment. Alors Frontex n'a pas. Il n'y a pas de visa européen. Par ailleurs, il n'y a pas de visa multi-entrée. Voilà. Quand les gens sont par ailleurs, coincés à l'intérieur, ils ne veulent pas ressortir. Par ailleurs, Frontex n'a pas assez de moyens. Il faut donner davantage de moyens à Frontex. On est quasiment tous d'accord. Le budget de Frontex était en baisse. Absolument. Il faut d'abord abonder ce budget. Ça me paraît indispensable. Et puis, puisqu'on parle de frontières, je pense qu'il faut être clair là-dessus aussi. Pas d'élargissement de l'Union européenne dans les années qui viennent. Pas d'élargissement. Et en tout cas, par exemple, la Turquie n'a pas vocation à rentrer dans l'Union européenne, ce qui n'est pas l'avis de mes collègues socialistes, qui eux ont voté récemment la poursuite du processus de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce n'est pas du tout notre avis à nous. Aujourd'hui, je pense que d'abord, l'Europe a des frontières géographiques. Par ailleurs, il est temps de consolider l'Europe. Il est temps de consolider l'Europe dans ses frontières actuelles, parce qu'on voit bien que le dernier élargissement a été fait un petit peu, je dirais trivialement, à la hache. Donc il faut maintenant digérer cet élargissement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas d'accord, parce que Schengen, c'est une forteresse avant tout. Et ce qui se passe dans la Méditerranée, c'est le fait que la Méditerranée se soit transformée en cimetière marin, et ça continue, parce que c'est encore tout à fait récent, où les gens essaient de passer parce qu'ils fuient la misère, ils fuient les conflits, et ils se noient en Méditerranée pour espérer un Eldorado qu'ils n'auront pas en plus quand ils arrivent en Europe. Montre qu'effectivement la politique du point de vue de l'Union européenne ne va pas du tout. C'est une politique d'abord qui est inhumaine, qui manque de solidarité et qui ne permet pas effectivement d'accueillir décemment ces hommes et ces femmes qui fuient et qui sont traités, encore une fois on l'a entendu chez certains intervenants, comme des boucs émissaires. Je vois que par contre la passoire, puisqu'on parle de passoire, je trouve ça assez détestable quand on parle d'êtres humains. Moi j'en vois des passoires dans l'Union européenne, c'est par exemple les paradis fiscaux. Ça effectivement on n'en parle pas beaucoup. Ça c'est les vrais problèmes de l'Union européenne, c'est pas les hommes et les femmes qui fuient la misère. Donc il faut aussi se poser la deuxième question, c'est effectivement quelles sont les politiques qu'on noue avec le Sud et avec les pays émergents. Qu'est-ce qu'on développe comme politique de coopération pour aider aussi ces pays à garder effectivement leurs ressortissants? Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, mais c'est pas un corollaire, ça. C'est pas le préalable. Laissez terminer, Madame Martin. Ça, c'est une politique qu'on doit pouvoir mener. Ça, c'est vous qui le dites que c'est un corollaire. C'est une politique qui est très, très importante. Et on construirait l'Union européenne avec une autre idée de la solidarité, de la collaboration des peuples, pas simplement dans l'Union européenne, mais aussi avec les autres peuples du Sud, encore une fois, et les pays émergents. On n'aurait peut-être pas ces politiques-là. Je voudrais rappeler qu'on a des multinationales en Europe, qui vont, elles, piller les richesses dans les pays du Sud. Elles ne se gênent pas beaucoup pour le faire. Et la façon dont on reçoit, on le voit avec les politiques, y compris nationales, y compris dans notre propre pays, de chasse aux sans-papiers qu'on a vécu et qui se poursuit, on n'est pas fiers de ce genre de politique. Je pense qu'il faut effectivement une politique aujourd'hui d'accueil solidaire et qui permette de développer aussi d'autres politiques avec ces pays-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Yannick Jadot, il faut des quotas chiffrés, partagés entre les pays européens? C'est pas simple, une politique migratoire. L'Europe a besoin de migrants. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France. Comme en France, ils ne sont pas forcément les mêmes à Nantes, à Angers, à Rennes ou à Poitiers. Donc il faut réfléchir. Nous, on est pour des consulats européens avec un accès au marché européen du travail, mais des visas multi-entrées. C'est-à-dire que si la personne arrive, qu'elle soit en formation ou qu'elle soit en recherche de travail, elle ne trouve pas
de travail en Europe, il faut qu'elle puisse repartir avec la perspective un jour de pouvoir retenter sa chance. Il faut qu'on ait une économie dynamique. L'économie européenne s'est construite aussi sur l'immigration. Aux États-Unis, ils ne sont pas dans cette discussion totalement populiste. Obama affronte avec courage la question des migrations et c'est plutôt positif pour l'économie américaine. Donc prenons aussi ce courage-là. Jean-Arthur, là pour la conclusion. Jean-Arthur est en retard pour la conclusion, s'il vous plaît. Juste un mot pour dire qu'il faut quand même penser à un partenariat avec les pays tiers, les pays concernés. C'est important de travailler avec eux directement aussi. C'est très important. Des pays qui donc ont des migrants qui viennent en Europe. Il faut travailler avec eux de manière très, très étroite. Alors, Jean-Arthur, pour la conclusion sur ce thème. Eh bien, vous avez un bon exemple avec le Canada. On fixe régulièrement les besoins et en fonction des compétences, on organise chaque année l'immigration. C'est vers cela qu'il faut tendre. Aujourd'hui, nous subissons. Les États ne se font pas confiance, moyennant quoi c'est une passoire généralisée. Et ceci nourrit beaucoup d'interrogations, d'amertume et quelquefois de xénophobie. Et ceci n'est pas conforme à notre vision ne me des droits de regardez l'homme. pas quand vous parlez de xénophobie. Non, mais enfin, quand je vous entends... Il faut faire attention avec le terme passoire parce qu'on a l'impression que l'Europe est une sorte de citadelle assiégée par des invasions barbares. Enfin, quoi qu'il en C'est soit, pas une passoire. quoi qu'il en soit, c'est pas une passoire. On n'est pas submergé. On n'est pas submergé par l'immigration. L'Europe n'assume pas ses responsabilités en matière d'immigration. J'attends que l'Europe se donne les moyens, avec sans doute un commissaire, une vraie politique d'immigration et une volonté farouche d'assurer collectivement l'aide au développement dans les pays d'où viennent ces candidats à l'immigration européenne. Merci, c'est la fin de cette thématique. Il reste quelques minutes dans l'émission. Dernière thématique, ce sera la conclusion. Mesdames, Messieurs, une conclusion, 1 minute chacun, avec une question. Je vous laisse répondre pour la suite. Si je suis eurodéputé, Alain Cadec, vous commencez. 1 minute, pas plus. Si je suis eurodéputé, écoutez, j'espère l'être d'abord. Et ensuite, je peux vous dire, c'est que ce que je souhaite, c'est que l'Europe reste cet espace de stabilité, de paix et de liberté qu'il est depuis près de 60 ans. Et ça, c'est essentiel pour nous, mais pour nos enfants. Et puis que l'Europe retrouve la croissance, qu'on se donne tous les moyens de retrouver la croissance. Et redire aussi, notamment à M. Le Breton, que l'Europe, c'est 500 millions d'habitants. La France, c'est 65 millions d'habitants. La France, dans le monde, c'est rien, c'est zéro. Alors que l'Europe, ça représente quelque chose dans la mondialisation actuelle. Et ça, c'est essentiel qu'on maintienne cet espace-là. Cet espace de liberté, encore une fois, de paix, de stabilité, mais aussi de croissance. Et je pense que grâce à l'Europe, nous en sortirons. Alors, il y a des politiques nationales qui ne correspondent pas tout à fait à ce que nous souhaitons, mais en tous les cas, l'Europe est indispensable. Merci. Monsieur Gilles Le Breton, si je suis eurodéputé. Alors si je suis eurodéputé, je lutterai de toutes mes forces pour limiter les dégâts occasionnés par cette Union européenne, en attendant qu'un jour la France puisse en sortir. Et en particulier, je lutterai très clairement contre 3 textes qui sont à mes yeux extrêmement nocifs. D'abord, le projet de traité transatlantique avec les États-Unis. Ensuite, la directive détachement de 1996 et enfin l'accord de Schengen de 1985. Voilà quelles sont mes priorités. Et pour le reste, eh bien, j'essaierai ensuite d'expliquer à mes amis eurodéputés qu'ils se fourvoient lourdement en approfondissant cette Union européenne, qui ne protège pas nos peuples, qui est au service des lobbies, des multinationales. Et j'essaierai de promouvoir un autre projet, une autre Europe, une Europe des nations qui respectera la souveraineté de chaque nation et qui permettra de développer des grands projets communs à l'image de ce que nous avons fait pour Airbus, par exemple. Voilà le modèle à suivre. Merci. Et nous récupérons notre liberté ainsi, car comme le disait André Malraux, la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Isabelle Thomas, si vous êtes eurodéputée. Isabelle Thomas. Oui, si je suis eurodéputée, et je souhaite d'abord réorienter l'Europe, qui est depuis des dizaines d'années maintenant un grand marché libéral qui ne s'occupe pas des Européens. Et donc les priorités seront les priorités sociales. Éviter de laisser les travailleurs en concurrence les uns avec les autres par la révision de la directive détachement des travailleurs, par l'instauration d'un salaire minimum européen,
par une politique de croissance pour recréer du travail et pour combattre le chômage dans l'Union européenne. Bref, en quelque sorte, redonner foi à ce grand projet européen, redonner foi à cette solidarité, cette fraternité qui était à l'origine le projet de l'Union européenne après les deux drames les deux tragédies du XXe siècle, et donc construire cette Europe sociale qui nous manque tant. Yannick Jadot, même question. Si je suis député européen, je me battrai pour que l'Europe renforce ses compétences et ses politiques en matière de protection de la santé. On voit de nouvelles épidémies émerger, protège la biodiversité, c'est une catastrophe l'extinction des espèces, et combattre le dérèglement climatique. C'est à l'échelle européenne qu'on peut impulser une dynamique mondiale, notamment à travers un grand plan d'investissement sur la transition énergétique. Ce sont les économies pour les ménages, dans leur logement, c'est le pouvoir d'achat, c'est des milliers de PME qui permettent de reconquérir nos territoires et c'est être plus indépendant vis-à-vis de la Russie et de Poutine. Et puis moi, parce que je fais le boulot au Parlement européen, ce qui n'est pas le cas des Le Pen jusqu'à maintenant, je continuerai à combattre le traité transatlantique parce que la dilution de l'Europe dans un grand marché transatlantique, c'est la fin de l'ambition européenne, c'est la fin de notre souveraineté pour faire de l'Europe un grand espace de civilisation. Myriam Martin, retour. Si je suis élue eurodéputée, d'abord je travaillerai avec, je dirais pas je, mais avec d'autres, avec mes camarades. Et la première chose que l'on fera, c'est de dire qu'il faut rompre avec les traités austéritaires, le traité budgétaire de 2012 qui inscrit l'austérité à vitam aeternam. On proposera le changement de statut et de rôle de la Banque centrale européenne pour que celle-ci puisse enfin prêter aux États et développer des politiques de relocalisation industrielle, agricole, de développement des services publics. Pour la transition écologique, nous plaiderons et nous nous battrons pour des services publics, par exemple de l'énergie. Nous nous battrons évidemment aussi pour que cette Europe devienne aussi une Europe des droits sociaux, en finir avec la directive, bien évidemment, mais pas pour lutter contre les travailleurs étrangers, mais au contraire pour avoir des droits harmonisés vers le haut pour l'ensemble des travailleurs, quelle qu'ils soient leur nationalité. Et je me battrai aussi avec mes camarades pour faire échec au traité de libre-échange avec les États-Unis, le GMT, le TAFTA, peu importe comment on l'appelle, mais on se battra aussi à l'intérieur et à l'extérieur de ce Parlement européen. Et pour terminer, je dirais qu'à ceux qui seraient tentés par l'abstention dimanche prochain, je leur dis l'abstention c'est la prime au sortant. Si vous ne voulez plus des politiques qui aujourd'hui oppressent et écrasent les peuples, et on le voit malheureusement en Europe, en particulier en Grèce, au Portugal, en Espagne et dans beaucoup d'autres pays, eh bien il faut voter pour le Front de gauche le 25 mai prochain. Jean-Arthuis. Eh bien, si je suis élu député européen, je ferai tout pour que l'Europe devienne politique. Je ferai tout pour que l'on puisse aimer l'Europe et faire vivre la citoyenneté européenne. Et à cet égard, je pense que les députés européens doivent développer une relation plus dense, plus étroite, plus confiante avec les citoyens et avec les territoires pour ne pas être suspect d'avoir pour interlocuteurs les lobbies bruxellois. Je suis pour une Europe politique, vous l'avez compris. Je pense que la zone euro peut être le cœur de l'intégration politique. Et à l'heure de la mondialisation, si nous voulons reprendre en main notre destin, nous devons mettre en commun un certain nombre de souverainetés. Je pense en particulier au numérique. L'Europe est devenue une colonie des géants que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et autres, Netflix. Donc si nous voulons protéger les droits fondamentaux des Français, les libertés publiques, les rendre responsables des données personnelles qui sont collectées ici et là, je pense que c'est l'Europe qui nous le permet. L'Europe doit être un facteur d'espoir et de confiance en l'avenir. Merci aux uns et aux autres. On rappelle que ce débat qui va bientôt s'achever dans quelques minutes est visible sur nos différents sites internet, sur le site de France 3 Pays de la Loire, de LCP et de France Bleu Loire-Océan également, et que cette émission sera diffusée sur les chaînes parlementaires. C'est vendredi, hein, Katia? Vendredi 15h. Vendredi à 15h également, donc une diffusion nationale. Il reste 2 minutes. Vous savez qu'on parle d'un taux d'abstention certainement très élevé, peut-être un taux de participation aux alentours de 40%. Un dernier mot très rapide, il reste 1 minute 30. Pour convaincre les électeurs d'aller voter? L'Europe a beaucoup été ce que les dirigeants en faisaient. Il est temps qu'elle soit ce que les citoyens en veulent. Reprenez en main votre destin. Allez voter pour lutter contre l'Union européenne, votez bleu marine. Votez pour l'UMP parce que c'est le vote utile pour demain. Pour la première fois, les électeurs vont pouvoir choisir non seulement les députés, mais aussi le président de la Commission européenne, qui est le gouvernement de l'Europe,
Alors ne laissez pas les autres choisir pour vous, votez pour le Parti socialiste européen. La gauche unie européenne qui aujourd'hui est donnée plutôt forte dans les sondages peut donner un espoir à cette Europe, pour cette Europe sociale et solidaire. Donc enfin place au peuple. Merci beaucoup mesdames, merci messieurs. Je rappelle que nous votons en France dimanche prochain, à travers l'Europe à partir de jeudi. En France c'est dimanche et je le rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs, un seul tour, donc ne ratez pas un seul jour, un seul tour pour la France effectivement. Selon les villes, on vote plus ou moins tard. Une ville comme Nantes par exemple fermera ses bureaux à 20 h. Merci de votre fidélité pour les auditeurs de France Bleu et notamment de France Bleu Loire-Océan. Merci aux téléspectateurs d'LCP et de France 3 Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, puisque vous le savez, notre circonscription ouest pour ces élections européennes regroupe ces 3 régions. Il est 23 h, bientôt 23 h 30. Merci d'avoir été fidèles et d'avoir suivi ce débat jusqu'au bout. Bonne soirée, à très bientôt.